Les Mandjaks sont originaires de la Guinée-Bissau. Ils sont souvent assimilés à tort aux migrants sénégalais, car bon nombre de candidats au départ ont d'abord migré vers le Sénégal, afin de pouvoir profiter des accords de main-d'œuvre avec la France, et ont de ce fait adopté la nationalité sénégalaise. Les Mandjaks comptent parmi les pionniers de l'immigration africaine et constituent un groupe numériquement important en France, surtout en région parisienne et dans le sud-est de la France, en particulier dans les agglomérations marseillaises et toulonnaises. Au Sénégal, les Wolofs les appellent Ndiago, les Français Mandjak, les Portugais Mandjaku, mais les Mandjaks eux-mêmes s'appellent Mandjaku, terme qui signifie je te dis. Leur langue est fortement influencée par trois langues, le portugais à cause d'une longue période de colonisation. L'institution des écoles dans les villages a contribué fortement à influencer la langue Mandjaku. Il y a aussi l'obligation de changer l'identité des Mandjaku, en inscrivant partout pour chaque individu des noms portugais que beaucoup de Mandjaku portent toujours. Une obligation qui nous rappelle sans jambage des propriétaires d'esclaves dans le passé qui donnaient leur nom aux esclaves qui l'ont acheté. Des noms comme Mendy Mendez, Gomez Gomis, Correa da Costa, Freira da Silva Freira, Vaz Vaz. Mais beaucoup de Mandjaku aujourd'hui ont des noms typiquement Mandjaku, des noms et des prénoms qui ne sont pas de simples étiquettes, mais qui sont riches de sens. Les génies sont des entités qui jouent le rôle d'intermédiaires et d'agents de circulation des forces. Parmi ces entités qui peuvent assister l'homme, le plus mauvais est le Pewuti. Lorsqu'une personne sollicite l'action d'un Pewuti, il lui est impossible par la suite d'enrayer son action ou d'annuler le contrat. La puissance ne s'interrompra pas tant qu'elle n'a pas achevé le travail qui lui avait été confié. Le Pewuti n'a pas peur de rien, il accepte toutes les missions, toujours prêt à poursuivre sa besogne jusqu'à la réalisation de l'objectif fixé. En revanche, il est toujours possible d'arrêter l'action d'un Uchai ou Zeni, de rompre le contrat établi avec lui. C'est donc à juste titre que les Mandjaks ont une préférence pour Uchai. Au pays Mandjak, les imposants fromagers aux racines gigantesques et spectaculaires abriteraient des génies bienfaiteurs. Les Mandjaks allaient demander à ces génies de bienfaisance de protéger le village des guerres, sauver les femmes en couche, défendre les enfants contre la sorcellerie, guérir les malades, prendre soin de la population. Ces fromagers puissants et majestueux étaient des hauts lieux de spiritualité. Kassara est symbolisé par un fagot de bois couvert par un tissu rouge. Kassara se déplaçait à travers les territoires, prêchait la bonne parole, recommandait que ceux qui possédaient beaucoup de richesses partagent avec ceux qui n'en avaient pas. Il interdisait de faire couler le champ, recommandait la fraternité, la paix et le travail. Ces déplacements étaient accompagnés de morts de sorciers et de miracles. 2000 à 3000 personnes suivaient cette divinité. Pour l'administrateur colonial, les régions seraient les suivantes. L'émigration vidait les campagnes, la sécheresse menaçait les récoltes, la domination coloniale s'affirmait de plus en plus, l'islam se développait et les inégalités se creusaient. Face à ces nouvelles inquiétudes et tourments, Kassara apportait les réponses, ce qui ne semblait pas arranger l'autorité coloniale qui demanda que ça cesse la tuerie et que la puissance lui soit livrée. En 1899, la puissance disparut alors qu'elle se rendait en territoire Bizagos. Cette option monothéiste n'était rien d'autre qu'une manifestation religieuse collective. Bolougoumisme peut par conséquent être défini comme étant l'expression décentralisée de Kassara. Ce qui signe avec Ngechai des contrats qui sont toujours synalagmatiques. On croit naïvement que quand le succès arrive, c'est l'œuvre de ses déduits. Uchai ne peut pas faire réussir un homme là où lui-même n'est pas le plus gagnant. Sa vocation est de tromper son collaborateur. Le Mandjak initié sait qu'il n'y a de véritable réussite sans l'intervention divine. Voilà pourquoi le Mandjak en prière ne dira jamais ne simbatinja Bolougum, ne simbatinja Ngechai. Que Dieu et Bolougum fassent. Lorsqu'un Uchai est bienfaiteur, ce qui est rare, on l'appellera Bosch.
Et même malgré cette appellation noble, on n'entendra jamais sinon rarement le Mandjak dire na Simbatinja na Bosch. Que Dieu et les génies fassent. Outia est certes capable de tirer quelqu'un d'une infortune, mais le prix à payer est sans fin. À cause des contrats synalagmatiques, c'est la souplesse du code culturel Mandjak et la puissance irrésistible du contrat artistique du griot. Cabot, qui en personnalisant les leçons de l'histoire pendant les funérailles de chaque notable, empêche le Mandjak de devenir paresseux, parce qu'il ne dit pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait ou doit faire en vertu de son passé historique. Les ancêtres occupent une place prépondérante et sont les garants de l'intégrité familiale et de la coutume. Ce sont des êtres auxquels on se réfère et qu'on honore au moins de rites appropriés, autant que pour les tenir à l'écart du monde des vivants, que pour solliciter leur intervention. Dans les villages d'origine, chaque concession familiale compte à son sein un espace dédié aux ancêtres, où chacun est représenté par un pied de bois appelé Puchap, plus ou moins anthropomorphique. Cet hôtel des ancêtres est le lieu de référence du groupe familial, mais aussi un espace cérémoniel central et le pivot de la vie sociale. Il existe une relation étroite entre les ancêtres et leurs descendants, attestée à travers des rites réguliers et des gestes quotidiens. Avant tout rituel impliquant un des membres de la maison, des libations doivent être effectuées sur les Puchap pour inciter les Bolougum, ancêtres, à veiller au bon déroulement de la cérémonie. On leur offre des cadeaux. Ils sont associés aux fêtes par le versement de l'alcool partagé, mais également au repas. En dehors des fréquentes prières qu'on leur adresse, un vrai dialogue est maintenu avec eux. Ils sont consultés par l'intermédiaire d'un médium ou d'un devin en cas de problème et sont informés des événements familiaux. Le rituel funéraire Mandjak s'articule autour de plusieurs grandes séries de rites. À la mort d'un individu débute la première période appelée Kalotol Poul, traversée du mort, destinée à la préparation du corps et à l'interrogation du défunt. Pour les Mandjak, toute mort, à l'exception de celle du vieillard, est suspecte. On ne meurt jamais de mort naturelle. Puis à son inhumation, après une période variable qui dépend des moyens dont dispose la famille, on dit les grandes funéraires. Pour moi, deuxième phase du dispositif rituel, cette cérémonie festive est destinée à honorer le défunt, à marquer son changement de statut, ainsi à mettre en place de nouveaux types de liens entre les vivants et le défunt. Les grandes funéraires sont l'une des étapes essentielles du processus d'ancestralisation, même si celui-ci n'est mené à terme qu'à la suite de l'intégration du Puchap, image ancestralisée du défunt au sein de l'autel des ancêtres. Ériger le Puchap est l'acte fondateur du culte des ancêtres. Ces rituels revêtent un double caractère. Ils servent dans un premier temps à honorer le défunt et à déconstruire son image du statut de vivant. Ils passent à celui de défunt, mais surtout sont destinés à lui ouvrir les portes du monde des ancêtres et à construire sa nouvelle identité dans l'au-delà. Le défunt, il devient ancêtre. Si ceux-ci n'ont pas été menés à terme, l'âme du défunt erre dans le village. Il revient pour des visites, signe qu'il lui manque quelque chose, ou s'en prend à ses descendants. À travers les ancêtres appelés Bolougum, leur haut lieu de culte, l'équivalent de la mosquée et de la synagogue ou du temple est le Pelemon. Tous les Mandjak ou presque croient au pouvoir des Bolougum, qu'ils considèrent comme des serviteurs de Dieu. Certains vont même jusqu'à considérer les prophètes du monde comme étant des Bolougum, qui étaient venus pour accomplir une mission divine sur terre. La foi Mandjak joue par conséquent la même fonction religieuse. On peut donc l'appeler Bologoumisme ou monothéisme multidimensionnel. La conception Mandjak du monde a organisé celui-ci pour le rendre intelligible en quatre univers: univers terrestre, univers céleste, univers visible, univers invisible. Les quatre univers s'interpénètrent et donnent des intermondes aux populations composées
intermonde terrestre visible, intermonde terrestre invisible, intermonde visible céleste, intermonde invisible céleste. L'univers terrestre est peuplé des hommes, l'univers visible des génies, l'univers invisible des Bolugum et l'univers céleste des éléments cosmiques où Dieu règne en maître. Bolugum et Kassarak interviennent au niveau cosmique, les génies et les devins au niveau temporel. Pour vivre en bonne intelligence avec toutes les forces qui l'entourent, l'homme Mandjak s'appuie sur les orientations éclairées des Bolugum, des devins, des Kassarak, au besoin au moins d'une louche, Kankalama, ou de l'eau potable, devant le seuil de la case principale de la concession. Le chef du lignage étant le représentant de la mémoire du groupe, le gestionnaire du patrimoine, l'officiant culturel, le régulateur de la parenté, le coordonnateur des règles de conduite, l'intermédiaire de la famille auprès des Bolugum. Les Bolugum mangent, boivent, aiment, haïssent, punissent ou récompensent, rendent compte du comportement de leurs descendants. Ils sont des gardiens de la coutume et des règles morales de la société. Ils gèrent le pouvoir spirituel et judiciaire des familles. Les Bolugum sont justes. Ils n'aspirent qu'à rendre justice aux leurs. Les riches ne doivent et ne peuvent pas compter sur leur partialité, ni les pauvres se désespérer de leur justice. Entre eux et les vivants, le sort des uns dépend au comportement des autres. La communauté Mandjak est constituée des membres vivants, des morts et des personnes à naître. La réincarnation étant considérée comme une loi générale de l'évolution, consiste à insuffler à son tour la vie au sein de la parenté. Dans cette culture Mandjak, on donne parfois un nom à un enfant parce que sa ressemblance avec un ancêtre plonge dans une croyance qui, berçant encore l'actualité, continue à l'enfant qui arrive avec le temps. Le système de contrôle et de la protection sociale Mandjak reconnaît la liberté religieuse, d'expression ou de circulation. Nul n'est tenu de respecter avec sa famille s'il ne le désire pas ni de croire au Bolugum. Il peut douter de tout et le dire haut sans qu'aucune charge ne pèse sur lui. Le mariage est l'une des choses les plus importantes, c'est le Mandjaku. Pour ce dernier, il permet de perpétuer la ligne familiale, une raison très importante à laquelle il est très attaché. L'idéal serait donc de trouver une femme au sein de l'ethnie. Le mariage constitue, c'est vrai, l'union de deux personnes pour la vie, mais également la fusion de deux familles qui vont désormais tout partager. Ces deux familles prépareront le mariage, mais ils ne seraient pas les seuls. Les esprits des ancêtres seraient de la partie pour sceller cette union et bénir le futur couple. Dans le passé, quand un garçon désirait se marier, il devait d'abord en parler avec ses parents, surtout s'il pensait à une femme en particulier. Alors ceux-ci vont faire des recherches dans la famille de la fille en question. Il fallait fouiller dans le passé de sa famille pour voir si ses parents ou ses grands-parents n'avaient pas été impliqués dans des affaires graves ou louches, qui pourraient avoir des conséquences sur la progéniture du futur couple ou même sur la personne de la femme. Ces graves affaires pourraient être l'anthropologie, l'envoûtement, la sorcellerie, le meurtre, etc. La plupart du temps, si la personne a échappé à une punition de son vivant, ses enfants ou ses petits-enfants paieront à sa place par de multiples sacrifices de chèvres, de porc ou même de bœuf, et parfois la mort de l'un d'eux. Les parents pourront alors demander à certaines personnes âgées du village qui n'ont pas de liens familiaux ou de liens d'amitié avec la famille de la femme qui pourrait peut-être leur fournir quelques renseignements. En outre, ils iront consulter le devin Napene, parce que la plupart de ces fautes graves que nous avons citées relèvent du domaine spirituel. C'est donc après ces investigations que les parents pourront dire à leur fils si oui ou non de la jeune fille. Ils devaient tenter de demander la main de la jeune fille. Avec le temps, les familles ont jugé bon de limiter le mariage dans les familles amies qui sont vraiment dignes de confiance. C'est la naissance des mariages par alliance. Autrefois, des amis étaient comme des frères pour étaler cette amitié au niveau de leur famille afin de la pérenniser même après leur mort. Des amis pensaient à unir leurs enfants par les liens du mariage. Elles pensaient que c'était plus sûr de se lier avec des familles qu'ils connaissaient déjà
que de se livrer à des recherches sur des familles qu'elle ne connaissait pas parfaitement. On pouvait voir plusieurs cas. Quelqu'un pouvait promettre au fils de son ami une fille qui n'était pas encore née. Dans ce cas, le jeune homme devait être patient. Si la femme de cet homme donne naissance à un garçon, on lui disait de patienter encore jusqu'au jour où la femme donnera naissance à une fille. Une petite fille pouvait être promise à un jeune homme. 2 enfants pouvaient être promis au mariage. Dans tous les cas, le jeune garçon devenu adulte dès lors qu'on lui avait promis une fille devait régulièrement travailler pour son futur gendre, même si la femme qu'on lui avait promise n'était pas encore née.